Et pour terminer cette matinale en fanfare, eh bien, je suis très content d'accueillir à nouveau Gilles Lartigot, l'excellent Gilles. Bonjour. Gilles, comment ça va? Bonjour Raphaël, bon matin comme on dit au Québec. On va parler d'un sujet important et là, on va surtout faire honneur à la France et aussi faire un diagnostic et un constat qui est extrêmement important sur la colère sociale et la souffrance d'une partie de la population, mais quand même essayer de glorifier ce qui fait la profondeur et l'identité de la France. On va parler des paysans parce que nous avons le salon de l'agriculture qui va se dérouler à Paris à partir de dimanche, salon où je serai d'ailleurs aussi. Je crois que tu y seras dans quelques Exactement. jours. Et donc, on va pouvoir faire quelques petits rappels. Mais d'abord, peut-être, Gilles, commencer par nous dire, parce que peut-être que des personnes n'y sont jamais allées ou même ne connaissent pas exactement ce que c'est. Qu'est-ce que le salon exactement de l'agriculture, Gilles, et surtout pour cette année? Voilà, c'est un des plus gros salons français et j'ai eu la joie de le découvrir. Hein, tu vois, quasiment à 60 ans, je n'étais jamais allé au salon de l'agriculture. Le découvrir en plus en compagnie de Pierre-Guillaume Mercadal qui l'année passée a fait beaucoup parler de lui. Donc c'était très agréable et c'était surtout très très impressionnant. C'est là, en fait, c'est un salon qui doit te rendre fier d'être français. Voilà, c'est alors un des plus grands salons. Bon, rapidement, c'est pendant une semaine, hein, ça commence du 22 jusqu'au 2 mars, donc c'est tous les ans. Donc c'est vraiment l'événement majeur du secteur agricole français. Hein. Il y a plus de 600 000 visiteurs, un peu plus de 1000 exposants, il y a à peu près 30 pays. D'ailleurs, cette année, le thème de cette année, donc c'est la 61e édition, c'est l'agriculture, cette fierté française. Voilà, donc ils mettent vraiment là l'accent sur la fierté française. Mais en même temps, ils ont un invité d'honneur, et c'est la première fois hein, que le salon met à l'honneur un pays étranger. Donc ça sera le Maroc. Donc ce sera dans le pavillon marocain situé Hall 5. Alors c'est immense, hein, donc c'est à Paris, porte de Versailles, au Paris Expo. Tu as 5 univers avec donc plusieurs bâtiments, donc 4 univers, pardon, avec plusieurs bâtiments. T'as, le plus gros, c'est tout ce qui est élevage et les filières, donc avec, tu as plus de 4000 animaux, plus de 350 races. Tu as un autre univers, c'est tout ce qui est culture et filière végétale. Donc là, c'est vraiment l'agriculture. Tu as un troisième univers, c'est les produits et saveurs de France. Alors là, si tu veux goûter les spécialités françaises, donc c'est l'endroit où il faut être. Et puis, il y a également ce quatrième univers qui sont les services et les métiers de l'agriculture. Donc, quand tu arrives dans ce hall où tu as toutes les spécialités françaises, alors, si vous allez visiter le salon de l'agriculture, allez-y à jeun. Voilà, mangez léger la veille. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est là où tu te dis, quand tu fais tes courses dans un supermarché, tu as pléthore de produits, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces produits? Eh ben, tu vas voir les spécialités françaises, donc faites à base d'aliments non transformés. Hein, et il y a des choses vraiment qui sont exceptionnelles. Donc c'était une belle découverte et je suis heureux, tu vois, d'y retourner cette année. Si vous avez la chance de pouvoir y aller, allez-y. Voilà. Donc Mmh. c'est vraiment un événement à ne pas manquer, un événement qui fait honneur à notre je dirais, à nos ressources françaises au niveau de l'agriculture, au niveau de la gastronomie. Et faire honneur, à la fois, à nos agriculteurs, c'est important, vu le contexte actuel, l'évolution, hein, de la situation des agriculteurs, de la paysannerie. On sait que c'est extrêmement compliqué, sous différents aspects, le quotidien, le rythme de vie qui est, très difficile, les problématiques économiques avec, aussi l'ingérence ou plutôt, les problèmes de compétitivité amenés par l'Union européenne. Et j'aimerais qu'on fasse aussi quand même un petit constat, actuel. Quel est le constat que l'on peut faire de la situation de l'agriculture française, de la paysannerie? Est-ce que tu aurais des chiffres que tu pourrais nous donner? D'ailleurs, je le rappelle, dans ton livre, dans ton manifeste, le Ouais, tout dernier ouvrage que tu as publié, ouais. c'est le fond d'une décennie. C'est aussi un aspect qui est profondément abordé, mais c'est Mm. important quand même voilà, de pouvoir le mettre à jour parce qu'on sait qu'on est dans une situation de crise et je pense malheureusement que ça ne s'améliore pas, que ça ne va pas dans le bon sens avec les années. Je te laisse la parole, Gilles. Oui, je fais un constat donc avec ce manifeste sur les 10 dernières années. euh, il y a eu, oui, de mauvaises choses. Il y a eu une dégradation, mais il y a eu également certains points positifs. On y reviendra à la fin de cette intervention. Euh, il faut poser les bases parce que l'industrie agroalimentaire,
on n'a pas conscience que c'est le premier secteur industriel français en termes de chiffre d'affaires et d'emploi. 200 milliards d'euros, plus de 460 000 personnes, 17 000 entreprises. La France pèse énormément dans l'Union européenne. C'est le premier producteur agricole de l'Union européenne. On produit 20% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire de l'UE. On est devant l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. Et la France, c'est le pays qui reçoit le plus de subventions agricoles européennes, ce qui est normal. Hein. Donc, c'est la PAC. On va parler un petit peu de la PAC parce que c'est vraiment en relation aujourd'hui avec l'état du monde paysan et de notre agriculture. Donc, la France est le pays qui reçoit le plus de subventions agricoles européennes. Alors, en moyenne, pour comparer avec les autres pays, en moyenne, chaque exploitation a touché en 2022 24 000 euros, contre 7 300 en Espagne et 4 900 en Italie. Donc, tu vois l'écart. Mais en 24 000 euros, ça ne veut rien dire parce qu'il y a un très, très gros écart entre les gros exploitants, les puissants, ceux qui représentent la FNSEA. On parlera de ce syndicat agricole qui, après-guerre, a pris quand même le monopole de l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y a un ministre à l'agriculture. Il faut que ce soit le président de la FNSEA, tout simplement. Donc, il y a un très gros écart entre les gros exploitants qui touchent beaucoup d'argent et les tout petits qui touchent peu et qui sont vraiment dans une détresse. Il faut rappeler que 25% aujourd'hui des paysans, des agriculteurs, éleveurs vivent sous le seuil de pauvreté. 1 sur 4, Raphaël. C'est incroyable. Donc, c'est une industrie qui pèse lourd et qui, pourquoi elle pèse lourd? Parce qu'elle a été mis en place vraiment avec la création de la communauté économique européenne, la fameuse CEE, qui a mis en place également la PAC. La PAC, donc, c'est la politique agricole commune. Je vais te faire rapidement un historique de la création donc, de la communauté économique européenne. C'est après le traité de Rome qui a été porté par Jean Monnet. Jean Monnet qui était ce promoteur de l'atlantisme, du libre-échange, l'un des pères de l'Europe. Il avait été chargé par le général de Gaulle à la Libération, donc de ce fameux plan pour relancer l'économie. Donc il était commissaire au plan de décembre 45 à 52 dans le cadre des prêts américains du plan Marshall. Tu sais que je parle souvent de ce plan Marshall, qui a une très, très grosse influence au développement ensuite économique de l'Europe. Donc, suite à la création de la CEE, il y a eu cette mise en place de la PAC. Donc, c'était en 1962. Pourquoi on a créé cette politique agricole commune? C'était pour garantir la sécurité alimentaire en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Alors, depuis, la PAC a connu de nombreuses réformes. Mais dès les premiers instants, la PAC a été pensée au service de l'expansion industrielle. Donc, il y a eu le remembrement des terres. Gros dossier, je pense qu'on traitera sur ta chaîne. C'est une histoire passionnante. Le remembrement des terres, notamment en Bretagne, où ça a saccagé toutes les terres bretonnes. Il y a eu le développement des machines-outils, les tracteurs, bien sûr, parce que les Américains ont amené donc ces machines-outils. Il y a eu toutes les usines qu'on a construites pour transformer les produits alimentaires, tous ces produits non transformés, pour les transformer en denrées alimentaires, avec comme objectif de nourrir les Français pour faire baisser les prix. Voilà. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'agriculture ne peut pas vivre, malheureusement, ne peut pas vivre sans la PAC. Il y a un phénomène de dépendance qui s'est développé. Alors même s'il est vrai que ça mérite et ça méritera, et on le fera, toute une émission, remembrement des terres, des terres, est-ce que tu peux rapidement dire ce que c'est? Parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est le terme. Donc peut-être dire très rapidement rapidement, on va juste teaser l'émission qu'on va faire plus tard. Donc, ça a touché toute la France, bien sûr, mais principalement la Bretagne, où il y avait plein de petits bocages, si tu veux. Chaque exploitant avait une culture diversifiée, il y avait des chevaux, etc. Et donc, on a voulu optimiser et rentabiliser les surfaces. Mais on a appliqué dans tous les départements français, en fait, la même chose, c'est-à-dire de grandes surfaces pour faire passer les machines-outils, pour importer des produits, donc notamment des céréales, pour faire des grands champs, pour faire de la monoculture. Et en fait, ça a saccagé toutes les terres. Il faut savoir que ce remembrement des terres, en fait, on a spolié des terres des paysans. Parlez-en à des Bretons qui ont connu ce remembrement. C'est réellement une souffrance qui est encore très présente, que malheureusement, on connaît peu.
Et il y a eu énormément de conséquences derrière ça, notamment cette production intensive avec Edgar Pisani, qui était ministre de l'Agriculture de Charles de Gaulle dans les années 60, qui a voulu faire de la Bretagne une terre à cochons. Donc il y a eu tous les élevages intensifs donc des cochons, qui a amené, bien entendu, qui a amené ce scandale des algues vertes. Et pendant 40 ans, en fait, on a mis tout ça sous le tapis. Tous les hommes politiques, il y a eu une corruption immense venant de qui? Venant d'un syndicat qui s'appelle la FNSEA. Et je voudrais qu'on parle de la FNSEA parce que ce sont eux aujourd'hui les patrons de l'agriculture en France. Donc la FNSEA a fait pression à partir des années 50 pour pousser en fait, les plus gros agriculteurs, les riches en fait, propriétaires terriens également, à occuper des postes de pouvoir et d'entrer en politique. La FNSEA, ça a été fondée donc après-guerre en 1946. Donc c'est le syndicat professionnel majoritaire encore aujourd'hui dans la profession agricole en France. À l'époque, dans les années 50, donc c'était un certain René Blondel, qui était président de la FNSEA, qui est un des très gros exploitants agricoles de laine. Donc, il était président de la FNSEA entre 49 et 54. Il a été sénateur. En 52, il devient président de l'Assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture. Donc, c'est le gars qui vraiment préside. Voilà, il chapeaute. C'est en fait le ministre de l'Agriculture. Et donc, ils ont fait pression dans les années 50 pour qu'il y ait un maximum de subventions. Pour donc, et de deniers publics pour justement aider les agriculteurs. Donc la FNSEA se caractérise par son soutien à l'agriculture intensive, donc ça va dans la dynamique du plan Marshall. Promeut l'industrialisation des exploitations, l'exploitation animale, l'utilisation de pesticides, on va y venir avec toutes les conséquences sur la santé, donc dans un but de rentabilité, de productivité et de compétitivité. Donc la FNSEA a vraiment cherché à faire bénéficier l'agriculture du maximum de crédits publics venant de l'Europe. Donc ça, c'est un point qu'il faut garder en mémoire, parce qu'aujourd'hui, la FNSEA a la main, je dirais, sur la politique agricole française. Et on rappellera, Gilles, que c'est une des raisons, c'est-à-dire cette entité-là, qui a un monopole et qui ne répond pas aux besoins des agriculteurs qui sont en train de mourir économiquement, socialement, ou mourir tout court. Certains, pas tous. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y en a qui se gavent. Absolument. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette différence entre les gros exploitants. Et grâce aux subventions. Tout à fait. Et en tout cas, c'est vraiment, là, on attaque un des cœurs du problème qui explique que là, les paysans se révoltent régulièrement. Il y a des mobilisations avec des tentatives de monter sur Paris. On se souvient encore ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec les négociations ensuite avec le gouvernement. C'est que là, on touche au cœur du problème parce que c'est aussi une des grandes problématiques françaises. Et d'ailleurs, à chaque manifestation, même pendant les Gilets jaunes, il y a toujours ces gens-là, ce qu'on appelle les fameux syndicats. On connaît tous la problématique de la CGT pour les ouvriers, etc. Et la FNSEA, c'est quand même c'est une sorte d'équivalent aujourd'hui, en tout cas, parce qu'à l'époque, il y avait certainement des objectifs logiques à aller chercher, mais maintenant, on sait qu'il y a une influence qui est très contestée, en tout cas par les paysans, et ça représente un problème à développer. Oui, c'est vrai qu'avant, tu vois, il faut se replacer. Quand on parle de l'histoire, il faut essayer, autant que faire se peut, de se replacer dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque est la France est affamée. On prend modèle, parce qu'il y a beaucoup de responsables, je dirais, de syndicats ou même de gros agriculteurs qui sont allés se sourcer aux États-Unis dans les années 50, pour en revenir avec toutes ces nouvelles technologies, parce que là-bas, il y avait des terres immenses, tu vois. Ils ont appliqué, en fait, le modèle américain, ce qui a été une erreur de l'aveu de Edgar Pisani à la fin de sa vie. Mais à l'époque, peut-être qu'il y avait de bonne volonté. Quoique le saccage des terres en Bretagne, il fallait vraiment, je dirais, ne pas voir les conséquences, quoi. Il y a eu énormément de corruption. Il y a des gens qui se sont gavés à l'époque. Parce que dis-toi bien qu'il y a eu des terres agricoles qui sont passées après constructibles. Tu vois, donc c'est là, en fait, où tu fais d'énormes bénéfices. Il y a quand même, tu vois, quand j'ai quand j'ai étudié tous les chiffres là, de l'évolution des 10 ans de l'industrie agroalimentaire et bien sûr du monde paysan, il y a quand même un chiffre qui m'a frappé. C'est concernant les terres agricoles. Parce qu'il y a une concentration des acteurs qui explique beaucoup de choses. Regarde, en 2014, il y a à peu près donc il y a 10 ans, 50% des terres agricoles en France étaient contrôlées par 20% des exploitants.
Aujourd'hui, c'est même 20% d'exploitants, ils ont 80% des terres agricoles. Donc, ce énorme. qui veut dire que les petits, en fait, soit ont vendu ou alors étaient pris à la gorge, donc ont été obligés de vendre. Il y a eu ce remembrement qui continue quand même, parce qu'on est allé quasiment au bout, tu vois, et les exploitations qui deviennent de plus en plus grosses. Pourquoi? Parce que quand tu as une grosse exploitation, boum, subvention. Donc, quand on dit que le monde paysan, bon, voilà, va mal, oui, ça va mal pour certains d'entre eux, mais on les pousse à aller, d'être de plus en plus gros. D'ailleurs, à la sortie de la guerre, on a créé le Crédit Agricole pour ça, hein, pour faire endetter les paysans, hein. Et aujourd'hui, je connais hein, des éleveurs qui sont dans des élevages cochons intensifs, bah, ils sont pris à la gorge. Ils ont investi des millions d'euros hein, pour faire ces hangars et ces camps de concentration où on élève des cochons qui nous empoisonnent. Tu te rends compte, on est arrivé aujourd'hui à un point avec l'Europe, c'est-à-dire qu'on finance des gens, des agriculteurs qui produisent de façon intensive avec des OGM et des pesticides, du glyphosate, on va en parler, qui produisent avec des élevages intensifs, donc viande de mauvaise qualité. Ces gens-là, on les paye pour nous empoisonner. C'est le monde à l'envers. On devrait faire autre chose. On devrait réhabiliter toutes les terres cette ruralité, tu vois, française, les campagnes, etc., et aider justement des petits producteurs et des petits éleveurs à la Pierre-Guillaume Mercadal. C'est-à-dire que là, tu repeuples la France, tu redonnes ce dynamisme. Bon, après, il faut avoir envie de devenir paysan ou éleveur, hein. Là, tu n'as pas tes 5 semaines de congés payés avec tes allers-retours à Bali ou tes vacances full inclusive à Cuba, tu vois. Il y a encore moins de 35 heures. Alors, mais oui, encore moins de 35 heures. Mais bon, tu vis, je dirais, sur tes terres, parce que il ne faut pas oublier également qu'il y a eu une dégradation du monde paysan après-guerre. Tu vois, par rapport au remembrement qui se déroule entre 1946 et 1974, la population paysanne hein, a chuté de 7 millions de personnes en 1946 à 3 millions. Oui, parce que ça, c'est important de le dire. Quand on dit que là, aujourd'hui, en 2023, pour les statistiques, on Oui. n'a que 20% des exploitants, c'est 20% des exploitants possèdent 80% des terres agricoles, c'est parce qu'aussi le nombre d'exploitants diminue drastiquement. Oui, il y a eu aujourd'hui, il y a à peu près 400, un peu plus de 400 000 exploitations, d'accord? Il y en avait 500 000 il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, en 2010, on a perdu 100 000, tu vois, la chute est de 20%. Mais dans les années 30, avant-guerre, là, il y en avait 4 millions. 4 millions, c'était des petites exploitations, tu vois. Mais les 7 millions de personnes, ils sont passés à 3 millions, donc ça fait un delta de 4 millions. Ils sont passés où? Ils sont allés travailler où? Dans les usines. En fait, c'est le plus gros plan social que la France a connu, on ne se rend pas compte. La destruction du monde paysan. On a servi ces gens-là. Ces gens-là, ils étaient propriétaires de leurs terres. Ils avaient 2-3 vaches, des pommiers, ici des peu d'oliviers, tu vois, des pommiers en Normandie avec des vaches, tout ça. Ils faisaient leur fromage, vendaient un petit peu du lait et tout, tu vois. En fait, c'était des artisans. Cette époque-là, Raphaël, elle est passionnante. Mais je t'avais dit de ne pas trop m'envoyer là-dessus. Sinon, on va faire une émission beaucoup trop longue. Donc voilà, aujourd'hui, on peut parler, si tu veux, de l'état du monde paysan avec cette concentration des acteurs, le suicide des paysans, hein, on en entend parler. On nous dit c'est un suicide tous les 2 jours. Non, 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 c'est plus d'un suicide par jour, hein. Il y en avait plus de 600 en 2015. Hein. Donc c'est descendu à 530 en 2016. Bon, mais il y a plus d'un suicide par jour. C'est quand même incroyable. Hein. Et avec des conséquences, bien sûr, donc sur le monde paysan, des conséquences dramatiques, mais aussi des conséquences sur leur santé. C'est les gens aujourd'hui qui sont le plus touchés par des maladies dégénératives, par des cancers, etc., dus aux pesticides. Mais en plus, pour nous également, parce que tu sais que les pesticides qu'on épand là, comme ça sur les champs, les Bordelais pourraient très bien t'en parler. Hein. Je crois que tu viens de cette région-là. Quand tu es entouré de vignes, quand ils commencent à épandre les pesticides, ferme les fenêtres. Hein. C'est ça, mais c'est comme aussi pour les amis antillais qu'on salue, pour tous ceux qui ont vécu en Guadeloupe. Même moi, j'ai eu une longue expérience, on va dire, avec des Antillais, même les Martiniquais. Donc, le nombre de personnes qui sont extrêmement malades sur leur voie pulmonaire parce que les cultures de la banane, c'est avec des doses colossales de pesticides. Ça a un impact énorme sur les petits exploitants, mais aussi sur la population alentour. Hein. Ah oui.
Oui, oui. Donc, alors, on peut parler du glyphosate. Le glyphosate, quand même, c'est l'herbicide le plus controversé au monde. Il est encore largement utilisé en France. Pourtant, Macron, en 2017, c'était une de ses promesses. Hein. Enfin, il s'était engagé à interdire le glyphosate en 2021. Bon, il y a eu tellement de pression venant de qui? Bon, hein, de la FNSEA, comme par hasard, tu vois. Ils ne veulent pas la FNSEA. Ben non, parce que moins de glyphosate, c'est-à-dire que tu produis moins. Il faut du temps, tu vois, pour qu'une terre retrouve une santé organique et tout, et pour être en bio. Donc, il y a une pression de la FNSEA. Donc, on a repoussé ça en 2023. Donc, on l'a repoussé à 2025. Bon, repousser ne veut pas dire qu'en 2025, on va interdire le glyphosate. Hein. Le glyphosate est toujours utilisé en France. Voilà. Donc, Et il faut le dire même que c'est donc une décision européenne, que la France s'était abstenue en fait de voter sur le renouvellement. Et donc là, on est sur l'application à l'échelle européenne jusqu'en 2033. Voilà. Comme ça. Donc voilà, c'est réglé parce que tu vois que là, il n'y a plus de souveraineté. On nous parle souvent de la souveraineté alimentaire. Alors, ça me fait rigoler déjà. Alors, parlons peut-être de la souveraineté européenne. Parce qu'il voilà, n'y a plus de souveraineté française. Je pense que tout le monde qui regarde GPTV le sait. Hein, donc, c'est un peu je dirais, inutile de parler de la souveraineté alimentaire. Et pourtant, tu vois. Parce que il faut savoir que l'agriculture française aujourd'hui, elle assure moins de la moitié des produits agricoles bruts, alors qu'elle a un potentiel pour couvrir 100% des besoins de la population française. C'est quand même incroyable, tu vois. On préfère exporter que plutôt produire pour nous. Donc on exporte par contre des produits de grande qualité et on importe des produits de qualité moyenne, voire, voilà, je ne te parlerai pas des poulets ukrainiens. Hein. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.